Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce qui sera cette review de Dune, le film, les récents films de Dune faits par 2009, québécois, donc Dune 1 et Dune 2 ou partie 2, peu importe. Dans mes jeux, je vous dis, j'ai pas lu le livre, je le lirai pas non plus, donc c'est vraiment juste une critique de ces films-là pour ce qu'ils sont en eux-mêmes, je précise. Parce qu'on dirait que Solo Leveling, même si j'ai dit que dans la vidéo que j'ai pas vraiment lu le manhwa très longtemps, etc., qu'on me reprochait de ne pas l'avoir fait, encore une fois, si vous voulez une critique de quelqu'un qui a vu le livre et les films, ben passez votre chemin. J'ai juste vu Dune 1 et 2. Et si j'en parle, c'est parce que bon, je pense que c'était quand même assez bien louangé par la critique, et ben, je vais peut-être une voix un peu dissonante là-dedans. Pas que c'était deux mauvais films. Le premier, ça serait discutable. Mais il y a quand même des bémols que je trouve assez majeurs et je vous en fais part dès maintenant. On va essayer d'aller point par point. Donc, le premier bémol que j'ai, c'est vraiment avec la planète Arrakis. Et je vais peut-être massacrer les noms et j'en ai rien à cirer, d'accord? À un moment donné, et les Freeman. C'est l'enjeu, hein? C'est au cœur des deux premiers films. Et on nous en montre quand même beaucoup sur leur rite et culture. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même des questions fondamentales qui ne sont pas réellement répondues et qui font en sorte que le récit semble moins intuitif qu'il pourrait l'être ou même mal construit en fait. Dans les jeux, donc, Arrakis c'est décrit comme étant une planète vraiment très hostile à la vie. C'est censé être un désert aride, hyper chaud. Et la seule chose d'intérêt vraiment c'est les épices, qui d'ailleurs n'est pas tellement mis de l'avant, l'épice en elle-même. Je trouve ça un peu dommage. C'est juste, on dirait, un prétexte pour expliquer pourquoi il y a un intérêt pour cette planète-là. Et le premier enjeu, s'il y en a un, c'est que dans moult autres films, on a pu voir des déserts qui me semblaient plus chauds que celui-là. On voit pas de personnages tués, on me dira que c'est à cause de leur mécanisme qui récupère la sueur, certes, mais n'empêche que tu me dis que cette planète-là est vraiment terriblement hostile. Et la chaleur, je la ressens pas trop. On voit souvent Paul sortir avec strictement rien sur la tête, même pas. On dirait qu'il y aurait une insolation, le temps de le dire. Non, on la sent pas vraiment cette chaleur-là. Le mieux qu'on a dans le premier film, c'est quand ils disent faut qu'on ferme les fenêtres parce que la chaleur va trop nous plomber. Mais les personnages qui vivent cette chaleur-là, on le ressent pas. Que ce soit les Freeman, qu'on pourrait dire sont habitués, mais même quand on a des Ackerman, en tout cas peu importe, les soldats du Baron, ben, eux non plus n'ont pas l'air d'être tant affectés par cette chaleur-là. Vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir un désert qui est si aride, et pourtant c'est censé être le cas. Vraiment, qu'on salue les Freeman qui sont capables de survivre malgré tout cet environnement hostile-là, mais qui ne paraît pas si hostile. C'est ça le problème. Et si on continue avec les Freeman, c'est encore une fois, j'espère que je dis bien leur nom, mais j'en ai rien à cirer, donc les habitants de Arrakis, les natifs de là, on en apprend beaucoup sur eux, mais qu'est-ce qu'ils mangent? On met beaucoup l'accent sur leur préservation de l'eau, ça va, mais qu'est-ce qu'ils mangent? De ce que j'en comprends, ils ne peuvent pas vraiment faire de l'agriculture. Quand on est avec l'espèce de médiatrice, on semble en voir un peu, mais c'est davantage, on dirait, on dirait plus un laboratoire que n'importe quoi d'autre. On voit un peu des oiseaux qui sont comme brûlés, ok, vous mangez leurs œufs, d'accord. Le problème, c'est qu'à un moment donné, là, quand Paul va aller voir les tribus du Sud, il y en a des gens, là. Il y en a, je sais pas comment il y a de gens, là, mais facilement 50 000, 100 000. Et fondamentalement, je me demande juste comment est-ce qu'ils parviennent à être aussi nombreux sur une planète qui semble être aussi hostile à la vie. Ça vient vraiment une réflexion qui est juste naturelle chez moi. Même qu'ils vont. On aura l'idée qu'ils disent il se passe rien dans le sud, c'est juste trop hostile à la vie. Pas tant que ça en fait. Et je me demande vraiment la question, qu'est-ce qu'ils mangent? À ça, il faut juste ajouter que les Freeman ont un peu le rôle d'autochtones au sein du récit, avec les colonisateurs qui viennent s'approprier leurs ressources et tenter de les buter en passant. Mais les Freeman ont accès à une technologie quand même assez incroyable. Tout ce qui est au niveau du sable, pour réussir à extirper le sable, leur tente spéciale, leur habit pour récupérer la sueur, qui n'a pas l'air d'être anodin, là. Ça a l'air quand même d'être assez sophistiqué. Ils ont aussi leur gadget qu'ils plantent dans le sol et qui va faire des vibrations pour attirer les vers de sable.
Encore une fois, un truc qui, on dirait, sert juste une fois, parce que le ver de sable le bouffe. Et les armes qu'on voit sont quasiment des lasers pénétrants d'une efficacité incroyable. Et je me dis simplement, d'où est-ce que vous sortez ça? Elles sont où vos usines pour produire ça en masse? Ou comment vous les fabriquez tout simplement? Hein, parce que c'est pas juste leur couteau fait avec les dents du ver de sable. Ok, là c'est vraiment quelque chose de typiquement, on va dire, indigène, autochtone. C'est rien de fou. Mais là c'est vraiment du métal pour vos armes. Vous les créez de où, comment? C'est là que je suis un peu perplexe. Hein. Imaginez-vous, c'est comme si on débarquait et que les Amérindiens avaient des armes à feu, mais qu'on ne comprend pas d'où est-ce que ça sortait. C'est un peu le sentiment que j'avais qui faisait en sorte qu'on met beaucoup d'amour dans les Freeman, mais il y a beaucoup de questions qui, à mon avis, restent en suspens. Notamment aussi, hein, on va louanger leur qualité en tant que combattants, mais contrairement, on dirait, hein, encore une fois, si on fait le parallèle, hein, les Autochtones, les Amérindiens, du moins en Amérique du Nord, il y avait beaucoup de tribus, ils étaient en guerre entre elles. Donc, qu'ils soient un peuple guerrier, ça se comprend. Ici, non, on a deux tribus, nord-sud, qu'on nous parle. Ils sont pas vraiment en guerre l'une avec l'autre, nullement. Donc, à part faire la guerre aux soldats du Baron, ben, on voit qu'ils ont peut-être un peu une culture de duel afin de vaincre l'autre, mais j'imagine que ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi forts, en théorie? Difficile à comprendre, surtout qu'encore une fois, on revient à la planète aride. On s'imagine que peut-être juste essayer de survivre, subsister est plus important que de se battre. Donc, je suis pas sûr de vraiment voir quant à pourquoi. Surtout que ceux du Sud, hein, eux, ils se battent même pas contre les hommes du Baron. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont forts? Pourquoi est-ce que ce peuple-là est si menaçant? Ça sort de où? Je trouve qu'il n'y a pas comme quelque chose dans le récit qui vient tellement le justifier. D'autant que... on nous dit qu'ils sont forts, et on nous le dit, mais quand il y a les hommes de l'empereur hein, qui pénètrent et qui vont tuer le meilleur ami de Paul, ou bon, du coup, hein, un très bon soldat, ben, on voit que les soldats de l'empereur débarquent, et les Freemen, finalement, comme d'habitude, hein, se sont embusqués dans le sable, surgissent, et vont peut-être faire des dégâts, mais ils vont se faire décimer. Hein. Les hommes de l'empereur vont voir le dessus, donc finalement, peut-être pas si fort que ça, ces guerriers-là. Et plus tard dans le récit, hein, Paul, lors de son premier duel à mort, va affronter un Freeman. On se serait imaginé un duel assez difficile. Non, en fait, Paul va très rapidement prendre le dessus. Ah, j'étais eu, je pourrais te tuer. Et il va recommencer. Ah, je t'ai encore eu, je pourrais te tuer. C'était pas un duel qui a été nullement difficile pour lui. Son duel final contre l'autre neveu du baron dans le deuxième, beaucoup plus difficile. Pourtant, le gars n'était pas un Freeman. Donc, c'est-à-dire, ça fait paraître vraiment Jamis faible et par extension les Freeman aussi comme très faibles. Donc, il y a toute la question du peuple, celui-là qui. Pour moi, ça me chipotait, ça faisait en sorte que je trouvais que l'univers qu'on me racontait comme étant si bien ficelé l'était peut-être pas tant que ça. Et on poursuit, puis en passant, je vais parler justement des points. Que je juge pas incroyable, mais le film est quand même très bien. Il y a une bonne direction photo. Au niveau sonore, ça fait vraiment le café. Effets spéciaux très bien réussis. Je vais vraiment m'attaquer davantage au scénario et au personnage, parce que d'habitude, hein, comme souvent, hein, c'est là que le bas blesse. On pourrait enchaîner avec Paul, d'une certaine façon. Hein, un peu le Eren Yeager, même si c'est plus inversé, parce que Dune est antérieur à Attack on Titan. Donc Paul, éventuellement, ben, on apprend que comme Eren Yeager, ben, éventuellement, il débloque la capacité de voir dans le passé et aussi dans le futur. Et ça tue toute tension. Voilà tout. Donc, oh mon Dieu, est-ce qu'il va réussir son plan? Il le dit lui-même, comme dans, par exemple, Endgame. Je vois les différents scénarios, mais j'en vois un où on peut gagner. Parfait, il va l'emprunter et gagner. Il n'y a plus de suspense, il n'y a plus de tension. Et au-delà de ça, il y a tout son rôle de prophétie. Mais au final, quand on compare à d'autres œuvres où il y a une prophétie, premièrement, c'est jamais très bien foutu, là, les rôles de prophétie. C'est pas ouf. On peut penser à Harry Potter, que ça avait à peu près aucun impact dans le récit. Pareil que dans Star Wars. Mais ici, c'est plus important dans le récit. Mais au final, dans Dune 2, on veut, même le 1 aussi, on veut espérer d'apporter un message sur les religions, comme quoi ça sert davantage à opprimer le peuple et le mener peut-être à sa mort. Mais dans notre existence à nous, c'est parce qu'il y a plusieurs religions, parce qu'au final, aucune n'est vraie. Il n'y en a pas.
Mais ici, Paul est littéralement, peu importe comment vous voulez le prendre, Mohamed, Jésus, il est une figure effectivement divine. Il a ces pouvoirs-là, pour vrai. Donc, c'est drôle de faire un message sur la religion, comme quand, dans ton récit, c'est une religion, certes, mais ce coup-ci, ton Dieu, il est réel. Donc, c'est justifié de suivre Paul parce qu'effectivement, il a des pouvoirs. C'est un peu paradoxal, je trouvais, à ce niveau-là. Et on peut enchaîner avec... Je trouvais vraiment que c'est un univers, surtout dans le premier film, où on nous bombarde d'informations. C'était, je trouve, pénible. Et il y a... Bref, il y a tellement de factions différentes, les liens entre elles, on a un pouvoir, hein, l'espèce de la voix, qui est d'ailleurs vraiment mal foutu. C'est juste que tu utilises la force pour exprimer une volonté et la personne va devoir la suivre. C'est un pouvoir complètement pété, qui, on le verra quand il faut qu'ils s'enfuisent du vaisseau des hommes du baron, que effectivement, hey, toi tu l'as, il l'a dessus, voilà. Pourquoi vous l'utilisez juste pas tout le temps? On voit qu'il y a une limite, hein? Si tu peux pas parler, tu peux pas l'utiliser, mais c'est quand même assez pété et on comprend pourquoi les sorcières sont forcément craintes un peu à travers la galaxie. Mais il y a plein d'occasions où ils pourraient juste l'utiliser et voilà, ça marcherait. Ça me semble juste trop pété comme pouvoir. On devrait virer ça du récit. C'est peut-être dans le livre, mais encore une fois, c'est un film, il y a des libertés qui peuvent être prises, notamment d'améliorer le matériel de base. Et ce pouvoir-là, à mon avis, sert à rien. Enlève ça du film, est-ce que on vient vraiment de changer fondamentalement l'œuvre? Je ne crois pas. Donc, il y a ça. Et aussi dans le film, il faut aussi avoir les visions de Paul, essayer de comprendre ce que c'est. Moult personnages, hein, son meilleur ami qui, dans un rôle très cliché, hein, se sacrifie pour les sauver. On aurait pu virer ça. Son père qui est juste là pour le contexte de comme « Salut, je meurs, trahi par le médecin qu'on a à peine appris à connaître. » L'histoire de la dent qui va tuer personne d'important. Elle servait à rien, à part juste se dire « Ouais, il est pas mort comme une merde, mais c'est la personne qui l'a kidnappé comme une merde qui lui a mis cette dent-là. » Donc c'est pas lui qui est mis en valeur. C'est juste comme « T'as juste à je croque dans la dent qu'il m'a donnée et que je n'ai pas demandé à voir. » Il y a plein d'éléments comme ça qui sont peut-être encore une fois dans le livre, j'en ai rien à cirer, hein, mais qui, dans un film, je trouve un peu surchargé, aurait pu être omis. On pense aussi au système de bouclier dans le premier qui est beaucoup mis de l'avant, avec le bleu-rouge quand ça fonctionne. C'était inutile. C'est vraiment, de un, à quoi bon? Hein, ça fait juste comme éventuellement, et voilà, il est tué, fait pas de bouclier, merci, on passe tout de suite à l'étape de, il est mort, ça ajoute vraiment rien. Dans les combats, en plus, le bleu-rouge, c'est juste, ça rend le tout encore moins lisible. Comme, le seul élément où ça a un impact dans le récit vraiment, c'est quand ils sont comme en train de se faire atteindre par quelque chose et qu'elle va lentement les atteindre et que ça leur laisse l'opportunité de se tasser. On dirait qu'on s'est juste dit, je vais mettre un système de bouclier là-dedans parce que, mais la preuve étant, dans le deuxième, c'est presque absent. Là. Il y a juste le combat dans l'arène où on nous ramène ça, mais sinon... Il n'y a pas le système de bouclier, et heureusement, parce que vraiment, qu'est-ce que ça apporte à l'univers? Rien, à part justement nous enlever du temps à l'écran où ça pourrait être bien utilisé. Parce que, et on rentrera dans mon, je pense, dernier point, je veux pas que ce soit une vidéo trop longue non plus, les méchants sont totalement oubliables dans cette série de films-là, jusqu'à présent. Hein, le baron, c'est le classique, hein, une espèce d'homme puissant, avec son empire, mais qui lui, personnellement, est pas très fort, pas très mémorable pour rien. Il est méchant pour être méchant, genre comme « je t'avais promis que si tu les trahissais pour moi, que tu rejoindrais ta femme, je te tue, que je suis méchant. » En plus, avec, comme je l'avais dit, la dent de poison, c'est le gars le plus proche, hein, du poison, et le seul à ne pas mourir. Hein. Peut être protégé par son bouclier, d'où l'intérêt, même si on voit le bouclier clairement qui virait au rouge. Mais bon, pas personnage super intéressant, et il meurt dans la suite. Sans avoir vraiment rien fait de fou. Son rôle d'influence avec son neveu dans l'arène était plus intéressant, mais lui en tant que personnage, je me souviens déjà pas de son nom, le baron, c'est tout ce que je veux retenir. C'était pas incroyable. Ses deux neveux aussi, hein. Dave Bautista, il a été complètement gâché. Dans le premier film, il fait presque la figuration. On aimerait le voir plus en action. Pas vraiment. Hein, et techniquement, dans le deuxième, hein, on nous vend l'idée que il aurait tué des hommes du maître d'armes de Paul, joué par
Josh Brolin, si je dis bien son nom. Dans la fin du deuxième film, il y a comme une espèce de moment où une confrontation entre les deux tant attendue, mais qui n'a pas été mis en place dans le premier, donc et que, revenons à Dave Bautista qui dans le deuxième est relativement aussi complètement gaspillé en tant que personnage. À un moment donné, il fait une chasse au Freeman, mais quand il se rend compte qu'il est un peu dans la mousse, ça prend 3 secondes, il confronte pas Paul, il fait juste s'enfuir. Il n'y a rien de vraiment incroyable avec le personnage. Après coup, ben, il se fait juste victimiser. Et éventuellement, cette confrontation, pas tant attendue, mais qu'on dirait à l'air d'être attendue, il se fait tuer en 5 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir du personnage? Ben, qu'il était lâche et colérique. C'est tout. Je me souviens pas de son nom. Voilà. L'autre neveu qu'on a introduit, et c'est un peu paradoxal, pourquoi introduire l'autre neveu quand tu pourrais peut-être juste rendre le premier neveu intéressant? Ça ferait moins de personnages à gérer. Lui est mieux. Je pense que l'acteur avait davantage un rôle de sadique un peu énigmatique, mais quand même qui est un peu un code de l'honneur en tant que guerrier. C'était mieux, mais pour qu'il meure dans le même film, c'était beaucoup de travail pour malheureusement s'en débarrasser très rapidement. Et on a en finir l'empereur, joué par Christopher Walken. Drôle de choix parce que c'est un personnage qui est plus reconnu pour jouer de la comédie. Donc on a toujours l'impression qu'il va un peu revenir là-dedans. Et le personnage fait que dalle dans ça. Là. Je veux dire, mettons Dave Bautista, je peux vous donner des traits de caractère du personnage. L'empereur, stoïque, c'est vraiment ça principalement. Et je trouve que, bon, on me dirait que c'est plus le conflit de pouvoir, l'espèce de colonialisme, le méchant dans ça peut-être bien, mais quand même, les méchants, j'en tirerai aucun souvenir. Or, c'est censé être une grosse fresque aventurière, hein. On se souviendra de Sauron, on se souvient de à peu près Darth Vader, les méchants de Star Wars, Voldemort à la limite, même si je trouve que les films l'ont vraiment, à mon avis, gâché, comparativement à juste lire, vraiment, son visuel était nulos. Mais n'empêche, on se souvient de ces méchants-là. Dans Dune, je sais pas si dans la suite, il y a d'autres choses, mais pour l'instant, c'est très mal barré. Je me souviendrai de aucun de ces méchants-là. Ben, on va s'en souvenir, mais est-ce que je me dis, ah, ils étaient mémorables? Nullement, c'est vraiment pas. Et c'est dommage, parce que le problème étant qu'il y a tellement trop de personnages, on aurait peut-être dû en couper pour s'intéresser davantage à eux. Et littéralement, dans le deuxième film, la fille de l'empereur, qui est aussi une sorcière, si je ne me trompe pas, on s'intéresse plus à elle qu'à l'empereur lui-même. Bref. Et en plus, l'empereur vaincu très facilement, on pourra le dire, peut-être dernier point, là, la fin de la bataille finale, elle est vraiment trop facile. Hein, on pitch 2 nucléaires, gagne de serpent, on dirait que les Freemen ont gagné sans avoir trop subi aucune perte. C'est comme une bataille qui était perdue d'avance. Et voilà, c'était vraiment très facile. Hein, à un point tel qu'on se dit, ok, bon, ben, en quoi Paul était si nécessaire à part vous unir, vous donner le courage de faire ce que vous avez besoin de faire. Bon, bref. Donc, c'est sûr qu'avec tout ce que je viens de vous dire, c'est comme si j'avais passé un mauvais moment, mais vraiment, Dune 1 et 2, surtout le 2, en salle de cinéma, c'était vraiment du blockbuster. Il faut voir ça au cinéma, direction photo de fou. Ça fait bien le café. C'est juste que je trouve ça dommage que ça aurait pu être, à mon avis, bien plus perfectible. Faudrait peut-être que j'écoute la version de 1984, mais bon, je l'ai vu, on dirait vraiment rien de fou non plus. Mais ça pourrait être intéressant de faire la comparaison. Il peut en faire un versus, hein, pourquoi pas. Mais bon, est-ce que j'ai hâte à la suite? Pas tant que ça. Avec ce qu'on a vu, on a tué tous les personnages un peu établis. Fait qu'on s'en va vers quoi vraiment? Le film a déjà comme posé les bases pour très rapidement s'en débarrasser. Et là, on va vers autre chose complètement. Je trouve que c'est un univers où on a de la misère à vraiment s'établir. Là, on va s'intéresser aux grandes maisons qu'on a nullement appris à connaître. On sait juste qu'elles existent. Donc, je sais pas. J'ai mes réticences. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Dune 1 et 2, bien évidemment? Et merci de ne pas vraiment me parler du livre, à moins que c'est pour peut-être nuancer les choses. Mais bref, hein, comme toujours, vos avis sont les bienvenus. Pour la prochaine critique exigeante, pitch de vente, je vais essayer sur Dragon Ball Super. Je vais essayer. On promet rien. Mais il y a aussi Clash of the Elite qui finit bientôt, et ça me dirait bien de vous en parler. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.